La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique, ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constituent un crime contre l'humanité. Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée. Une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique ainsi que de la traite dans l'océan Indien et de l'esclavage comme crime contre l'humanité sera introduite auprès du Conseil de l'Europe, des organisations internationales et de l'Organisation des Nations Unies. Cette requête visera également la recherche d'une date commune au niveau international pour commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage sans préjudice des dates commémoratives propres à chacun des départements d'outre-mer. Loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dite la loi Taubira. Caméra et montage Winnie J, microphone Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'aurez compris, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la mémoire de l'esclavage. Le prétexte nous fut servi par la France puisque le 10 mai dernier, c'était la journée des mémoires des traites négrières, de l'esclavage et de leurs abolitions. Le 10 mai 2021 rappelle le 10 mai 1991, voilà déjà 20 ans, quand la loi dite de Taubira, reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité, a été votée à l'unanimité par le Sénat français. Non seulement allons-nous revenir aujourd'hui à la dite loi Taubira pour dire l'importance que revêt cette loi, non seulement pour la France, mais pour tous les descendants de l'esclavage dans le monde. Nous allons donc en parler, mais surtout, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à deux sous-thématiques. Pourquoi faire mémoire de l'esclavage? Et enfin, comment faire mémoire de l'esclavage? À ce stade-ci de l'émission, vous connaissez le rituel, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, à vous garder attentif, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Avant la pause, on s'était promis de s'arrêter à la date du 10 mai pour deux raisons. D'abord parce que le 10 mai,
représente en France la journée nationale au cours de laquelle on fait mémoire des traites négrières, de l'esclavage et de l'abolition de l'esclavage, d'une part, mais c'est aussi ce 10 mai, le jour anniversaire de la loi dite Taubira, puisque ce fut un 10 mai 1991, donc voilà 20 ans, que cette loi dite Taubira a été votée à l'unanimité au Sénat français, et par cette loi, eh bien, la France a reconnu une première l'esclavage pour ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire un crime contre l'humanité. Voilà donc un concept très important sur lequel on passe trop rapidement, il me semble, alors que c'est un concept qui suppose beaucoup d'implications, un concept important pour nous les Afro-descendants. Donc nous allons nous attarder un tout petit peu sur cette loi dite de Taubira pour comprendre ce que cette loi, n'est-ce pas, charrie comme concept. Dans un deuxième temps, nous allons voir pourquoi faire mémoire de l'esclavage. Et enfin, pour nous les Afro-descendants, comment faire mémoire. Eh bien, ce 10 mai, je l'ai dit, ramène le 20e anniversaire de la loi Taubira. C'est cette loi par laquelle on dit l'esclavage est un crime contre l'humanité. Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité? C'est d'abord un concept qui a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en marge du procès de Nuremberg. Et là, on a dit, il y a un crime particulier qui ne doit pas être considéré comme un crime commis contre une communauté particulière, mais ce type de crime-là, lorsqu'il est perpétré, c'est un crime qui est au fait commis contre l'humanité entière. D'où le concept de crime contre l'humanité. Par crime contre l'humanité, on entend une violation délibérée, une violation savamment entretenue des droits fondamentaux d'un groupe d'individus. Et là, lorsque le concept a été créé, on référait à la Shoah, n'est-ce pas? L'Holocauste, l'élimination ou l'extermination du peuple juif par les nazis. Mais ce concept a été élargi depuis et englobe, n'est-ce pas, au sens de la loi Taubira, l'esclavage. Donc l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité, puisque par l'esclavage, on a volontairement, on a délibérément, on a savamment, on a sciemment bafoué les droits fondamentaux d'un groupe d'individus. Voilà un autre concept, droits fondamentaux. Quels sont nos droits qui ont été bafoués par l'esclavage et qui justifient le fait que l'esclavage est un crime contre l'humanité? Eh bien, premier droit fondamental dans le droit international d'un individu ou d'un groupe d'individus, c'est le droit à la dignité. Quand on y pense bien, réduire un individu, réduire une communauté, réduire un peuple en esclavage, c'est nier à cet individu, c'est nier à cette collectivité, c'est nier à ce peuple sa dignité humaine. De fait, c'est de cela qu'il s'est agi par l'esclavage, puisque dès le début de l'esclavage, tout le long de l'esclavage, et malheureusement même après l'esclavage, on a mis sur pied un système idéologique au terme duquel on a littéralement refusé leur humanité à des groupes d'individus, à des collectivités, à des peuples. Et c'est précisément parce qu'on leur a refusé leur humanité qu'on était capable justement de les réduire en esclavage. L'esclavage, avant d'être une activité économique, l'esclavage, avant d'être une entreprise commerciale, eh bien l'esclavage, c'est nier à l'autre
sa dignité humaine. Mais l'esclavage est aussi un crime contre l'humanité parce que par l'esclavage, on nie un autre droit fondamental, celui de la liberté personnelle. Toutes les chartes internationales le reconnaissent. L'homme est né libre et on est homme précisément parce qu'on est en mesure de jouir de sa liberté. Par l'esclavage, on a privé de leur liberté des peuples, et cela pendant plusieurs siècles. Des gens qui étaient réduits à l'état de choses et qui précisément parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des humains, ne jouissaient pas librement de leur personne. Non seulement devaient-ils travailler pour d'autres, mais en plus, les autres décidaient pour eux de ce qu'ils devaient faire de leur vie, décidaient pour eux même du moment où ils devaient mourir. Donc, l'esclavage est en vérité un crime contre l'humanité en ce qu'il nie à l'autre la liberté personnelle. L'esclavage est un crime contre l'humanité en ce qu'il prive l'autre de sa liberté de religion. On n'y pense pas. La religion chrétienne a servi de support idéologique à la traite transatlantique, au même titre que la religion musulmane a servi de support à la traite arabo-musulmane, ou que le judaïsme a servi de support, n'est-ce pas, aux pratiques esclavagistes des peuples juifs, puisque, comme on l'a vu, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, ou dans le Coran, les religions dites révélées admettent et reconnaissent ou légitimisent l'esclavage, pourvu que cet esclavage soit imposé aux autres et qu'il ne se pratique pas entre chrétiens, entre juifs ou entre musulmans. Et donc l'esclavage est un crime contre l'humanité parce qu'il prive l'autre de sa liberté de religion, de sa liberté de croyance. Ce que l'on doit savoir, dans le cas de la France en particulier, eh bien, dans le Code noir de Colbert, il est écrit noir sur blanc que l'esclave devait être baptisé dans la religion chrétienne 8 jours après son arrivée dans la colonie. En sorte que non seulement la religion occidentale, la religion chrétienne lui était imposée, mais on lui interdisait la pratique de ses propres croyances, la pratique de ses propres religions qui étaient dès lors considérées comme des superstitions, et pire, il était puni s'il était surpris en flagrant délit de pratique de toute autre religion que la religion chrétienne. L'esclavage est aussi un crime contre l'humanité parce que par l'esclavage, on interdisait à l'autre le droit fondamental de s'instruire, le droit fondamental de s'éduquer. Car là encore, avec l'esclavage venait l'imposition à l'esclave de l'ignorance. Le Code noir, encore une fois, puisqu'il faut y faire référence, interdisait au maître d'instruire son esclave. On voulait vraiment garder l'esclave dans un état de sous-humanité. D'abord, lui faire croire qu'il était un sous-homme, et pour s'assurer qu'il restait loin de toute civilisation, pour s'assurer qu'il restait loin de toute lumière, eh bien, on faisait obligation au maître de ne pas l'instruire. Et je pourrais continuer, n'est-ce pas, cette liste des droits fondamentaux qui ont été bafoués par l'esclavage et qui justifient le fait que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Et donc, quand on parle de l'esclavage, il ne s'agit pas d'une simple entreprise commerciale, il s'agit de plusieurs dizaines de millions d'êtres humains qui ont été privés pendant plusieurs siècles de leurs droits fondamentaux, tout cela pour enrichir une autre partie de l'humanité. Qu'il y ait eu une loi reconnaissant l'esclavage pour ce qu'il est, cela mérite qu'on s'y arrête, cela mérite qu'on en fasse mémoire, cela mérite qu'on en parle. Mais la question se pose, pourquoi
faire mémoire. Souvent, lors de ces journées-là, de ces journées de commémoration, on a l'impression que, au-delà des discours de 2 ou 3 politiciens, au-delà des discours de 2 ou 3 militants, il n'y a pas grand-chose qui se passe. En sorte qu'avec le temps, la question peut se poser, mais est-ce vraiment nécessaire de faire mémoire de l'esclavage? En ma qualité de petit-fils d'esclave, en ma qualité d'afro-descendant, je réponds que oui, et je vais vous avancer 7 raisons fondamentales qui, à mon sens, imposent le devoir de mémoire de l'esclavage. Eh bien, on fait mémoire de l'esclavage pour comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, il s'en trouve beaucoup pour dire, écoutez, l'abolition de l'esclavage remonte déjà au 19e siècle, il faut tourner la page. Les esclavagistes, dans leur bonne volonté, ont aboli l'esclavage et c'est à nous aujourd'hui de nous prendre en main pour que la vie continue. C'est à nous d'assumer notre destin et d'assumer la barque de notre vie. Ça, ce sont de belles phrases et j'ajoute, ce sont des phrases creuses. Car même si l'esclavage a été aboli, si on ne prend pas le temps de comprendre ce que fut l'esclavage, quel mécanisme a été mis en place pour justifier l'esclavage, eh bien, les exploitations de l'homme par l'homme, l'exploitation d'un peuple par un autre peuple va se poursuivre sous d'autres noms, mais pas grand-chose n'aura changé. Donc, on fait mémoire pour comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'esclavage? Eh bien, c'est lorsqu'un groupe de peuples a décidé qu'il était supérieur à d'autres peuples au nom de ses armes, donc au nom de son armée, au nom de sa religion, donc l'idéologie religieuse, au nom de sa culture, donc le suprémacisme, et que puisque ce groupe-là s'estimait supérieur, il était en mesure d'envahir le territoire d'autres peuples, de les réduire ces peuples-là en état de choses et de s'accaparer de leurs ressources. C'est ça l'esclavage. L'esclavage part d'une idée qu'on est supérieur à d'autres. Puisqu'on est supérieur, il faut justifier cette supériorité. Et alors là, on va faire appel à la religion. On va faire appel à la pseudo-science. On va faire appel, n'est-ce pas, aux médias pour justifier cette supériorité. Et dès lors qu'on était convaincu qu'on était supérieur et que conséquemment l'autre était inférieur, on était donc en mesure d'entrer chez lui, de le réduire à l'état de choses et de s'accaparer de ses biens. Vous notez que l'esclavage part d'une idéologie suprémaciste. Or, si on ne prend pas le temps de creuser cette affaire, on risque de se faire rouler dans la farine en se disant que puisque l'esclavage a été aboli, il n'y a plus aucune autre forme d'exploitation, tournons la page. Non. L'esclavage a eu lieu parce que des peuples se sont estimés supérieurs à d'autres et se sont donné le droit, se sont arrogés le droit d'exploiter ces autres peuples-là au nom de leur supériorité. Dites-moi, même si l'esclavage a disparu, est-ce que cette idéologie suprémaciste a disparu pour autant? Dites-moi, même si l'esclavage a disparu, est-ce que cette conviction que ma culture est supérieure, est-ce que cette conviction que ma musique est supérieure, est-ce que cette conviction que mon art à moi est supérieur, est-ce que cette conviction que ma langue à moi est supérieure, est-ce que cette conviction que la couleur de ma peau est supérieure à celle de l'autre ne perdure pas aujourd'hui? Donc, même s'il y a eu abolition de l'esclavage, on s'en réjouit, mais ce qui a conduit à l'esclavage demeure et on fait mémoire justement pour chercher à comprendre. La brutalité policière qu'exercent les Blancs
le racisme que subissent les Noirs dans les pays occidentaux, le fait pour des Noirs de se retrouver partout en Occident, au plus bas échelon de l'échelle sociale, s'explique par cette même idéologie suprémaciste. On ne vous le dit plus, on n'appelle plus cela esclavage, mais l'état d'esprit qui a conduit à l'esclavage perdure aujourd'hui. Et donc on doit faire mémoire pour comprendre ce qui s'est passé à l'esclavage. On fait mémoire, non pas seulement pour comprendre, mais on fait mémoire pour apprendre. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? C'est qu'il y a des peuples qui, lorsqu'ils sont traversés par des crises économiques, lorsqu'ils sont traversés par des crises sociales, lorsqu'ils sont traversés par des crises sanitaires, se disent « allons voler les ressources des autres ». C'est exactement ce qui s'est passé vers la fin du Moyen-Âge. Lorsque l'Europe était au bord de la faillite, lorsque l'Europe était aux prises avec des crises sanitaires, avec des crises économiques, avec des crises, n'est-ce pas, climatiques, eh bien, les Européens se sont dit, puisque nous sommes en crise, puisque nous sommes au bord de la faillite, puisque nous sommes en guerre les uns contre les autres, parce que nos ressources, n'est-ce pas, sont limitées, il n'y en a pas assez pour nous tous, allons ailleurs, allons en Afrique, voler ce qui appartient aux Africains et assurons-nous que leurs ressources ne leur profitent jamais, mais qu'au contraire, leurs ressources nous profitent à nous. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour cela qu'il faut faire mémoire, les amis. C'est vrai qu'on a procédé à l'abolition de l'esclavage depuis le 19e siècle, mais par la néocolonisation, est-ce que l'esprit esclavagiste ne demeure pas? Lorsque, par exemple, la France décide d'imposer une certaine monnaie à des pays africains, lorsque la France décide de gérer les ressources des pays africains, lorsque par toutes sortes de voies détournées, par exemple, un pays comme la Belgique, un pays comme la Suisse, laisse nos frères et sœurs, n'est-ce pas, planter le cacao, par exemple, le récolter, mais décider, ces pays-là, du prix international du cacao, le retravailler, ce cacao, et le revendre à des prix exorbitants. Est-ce que l'état d'esprit de l'esclavage ne demeure pas? Est-ce que l'état d'esprit ne perdure aujourd'hui? N'oublions pas, pendant l'époque de l'esclavage, il y avait ce qu'on appelle le pacte de l'exclusif, le pacte colonial. Qu'est-ce que c'était que le pacte de l'exclusif ou le pacte colonial? Eh bien, c'est un pacte que la métropole imposait aux colonies. Et au terme de ce pacte, la matière première devait arriver de la colonie et tout ce qui se vendait dans la colonie devait se vendre dans la métropole et la colonie devait consommer uniquement ce qui venait de la métropole. En gros, voici ce que suppose le pacte colonial. Vous avez les matières premières, mais elles vont m'être profitables à moi. Est-ce que cet état d'esprit ne demeure aujourd'hui? L'Afrique demeure le continent le plus riche à bien des égards. L'Afrique demeure le grenier du monde qui a trait aux matières premières. Mais à qui profite la matière première africaine? À qui profitent les ressources africaines? Les ressources africaines profitent aux pays du Nord, les anciennes puissances esclavagistes. Les ressources africaines profitent aux puissances occidentales, les anciennes puissances, n'est-ce pas, esclavagistes. En sorte que même si l'esclavage, dans les faits, a été aboli, même si l'esclavage est reconnu comme un crime contre l'humanité, mais sous d'autres noms, on continue à exploiter comme au temps de l'esclavage. Donc on fait mémoire pour apprendre. On fait mémoire pour rétablir la vérité. Vous savez, aujourd'hui encore, il y a des pseudo-historiens qui disent, écoutez,
À quoi bon de faire des reproches aux Occidentaux pour avoir pratiqué l'esclavage, puisqu'au fait, ce sont les Africains eux-mêmes qui vendaient leurs frères aux Occidentaux, en sorte que les pauvres Occidentaux n'ont rien fait de mal, ils n'ont fait qu'acheter une marchandise qui, de toute manière, était en vente et qui allait être achetée par d'autres. Vraiment? Je ne nie pas qu'il puisse y avoir tel Africain à avoir vendu tel autre frère africain comme esclave. Mais le fait qu'il y ait eu des individus africains ou quelques rois africains à vouloir vendre, n'est-ce pas, quelques Africains, est-ce que ça dédouane les puissances occidentales? Comparaison n'est pas raison. Pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, tout le monde sait que c'était les nazis qui étaient responsables des rafles contre les Juifs. Tout le monde sait que c'était les nazis qui étaient responsables de l'extermination du peuple juif. Mais est-ce que cela a empêché certains Français de collaborer avec les puissances nazies? Le fait par moi de dire qu'il y a eu des Français à collaborer avec les puissances nazies, est-ce que ça dédouane, n'est-ce pas, l'Allemagne nazie de sa responsabilité première dans l'extermination des 6 millions de Juifs? Voyons donc. Donc, on fait mémoire pour rétablir la vérité. La vérité, c'est que pour résoudre leurs problèmes économiques, pour résoudre leurs crises financières, les Européens ont choisi d'aller piller les ressources africaines et de réduire les populations africaines en esclavage. Ça, c'est la vérité. On fait mémoire pour rétablir la vérité. Parce que il s'en trouvera parmi ceux qui ont bénéficié de l'esclavage, parmi donc les descendants des esclavagistes, il s'en trouvera donc ceux qui vont tenter de dédouaner les véritables esclavagistes en disant qu'ils l'ont fait qu'acheter. Mais depuis quand acheter un humain était un commerce licite? La vérité, c'est que dès lors que les puissances esclavagistes ont choisi de réduire à l'état de choses nos frères, ils ont mis en place tout un système pour justifier leur entreprise. Et dans ce système, on retrouve la religion. Dans ce système, on retrouve justement l'anthropologie. Dans ce système, on retrouve l'histoire. En sorte que tous ces domaines du savoir humain ont été mis à la solde de cette entreprise inhumaine que fut l'esclavage. On fait mémoire pour rétablir la vérité. Parce que nous pouvons ne pas être d'accord sur plusieurs sujets, mais vous nous avez consacré ce que vous avez de plus précieux, votre temps. Au nom de toute l'équipe de Lumière sur le Monde, nous vous disons merci. Merci de cette énergie que vous partagez avec nous. On est ensemble. On fait mémoire pour parler des victimes. Vous savez, c'est mourir 2 fois que de subir une injustice et d'être oublié par la postérité. Or, c'est précisément ce que veut l'esclavagiste, tirer un trait sur ces siècles-là, au cours desquels il s'est enrichi sur le dos de nos ancêtres. Et ne croyez pas que ces esclavagistes se sont enterrés dans un sous-sol. Ne croyez pas que ceux qui ont bénéficié de l'esclavage, n'est-ce pas, ont honte de ce qu'ils ont fait. Nullement. Ce qu'ils voudraient, c'est justement qu'on tire un trait sur la mémoire des victimes. Le dernier exemple en date nous vient justement du président français Emmanuel Macron. Il y a à peine quelques jours, le 5 mai dernier, c'était le 200e anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Alors là, le président français a prononcé un discours pour rappeler l'importance de Napoléon malgré ses défauts pour l'histoire française. Comment la France doit beaucoup à Napoléon.
ses institutions, ses codes de loi, pour ne citer que ces exemples-là. Il n'a même pas hésité à parler de Napoléon comme d'un génie. Sauf que 5 jours plus tard, donc le 10, c'était la journée nationale où l'on devait faire mémoire de l'esclavage, des traites négrières et de l'abolition de l'esclavage. Vous savez quoi? Le président s'est tu. Il s'est contenté d'assister à une cérémonie, mais il s'est enterré dans un silence. Pour quelle raison fait-il cela? Il ne l'a pas dit, mais on peut facilement comprendre. Il le fait parce qu'il se positionne déjà pour sa réélection. Et puisque l'élection va se dérouler à droite, il ne veut pas perdre les votes de ceux qui pourraient être tentés de passer du camp de Marine Le Pen vers lui. Il ne veut pas, en rappelant la mémoire de l'esclavage, que les gens de la droite disent de lui qu'il flagelle la France et qu'il fait dans l'autoflagellation. Il ne veut pas non plus renier l'héritage français, car pendant des siècles, la France s'est bâtie sur l'esclavage, et même après l'esclavage, la France continue à s'enrichir par la colonisation ou par la néocolonisation. Il s'est tu parce qu'il n'accorde pas d'importance aux 2,5 millions d'afro-descendants qui font partie de la population française. Pour lui, ce sont des gens négligeables. Pour lui, 2,5 millions d'afro-descendants, donc de descendants d'esclaves, représentent une goutte d'eau dans l'océan de cette population de plus de 60 millions d'habitants. Il ne nous prend pas au sérieux. Et de toute manière, il dit, écoutez, qu'il ne vote pas pour moi, cela n'aura aucune conséquence sur ma réélection. Mais s'il a gardé le silence, c'est pour une raison beaucoup plus profonde encore. Car faire mémoire consiste à faire l'inventaire des blessures qu'on a infligées à l'autre, mais c'est aussi dresser l'inventaire de ce dont nous jouissons aujourd'hui à cause de l'esclavage. Et ça, Emmanuel Macron ne veut pas le voir. Il ne veut pas le regarder dans un miroir. Il ne veut pas admettre que même si l'esclavage a été aboli, les richesses de la France, la gloire de la France, la renommée de la France, elle doit tout cela aux esclaves noirs. Il a préféré se taire. J'ai dit que s'il s'est tu, c'est parce qu'il ne nous prend pas au sérieux. Il s'est dit, écoutez, de toute manière, ces gens-là voteront pour moi. Ils ne voteront pas pour Marine Le Pen, ils vont voter pour moi. Donc, que je parle d'eux, que je les méprise, que je fasse silence sur une journée si importante, ça n'aura aucune conséquence sur ma réélection, ils voteront pour moi. Vous savez, nous, les afro-descendants, nous sommes parfois trop romantiques, nous sommes trop sentimentaux, nous ne sommes pas politiquement organisés, auquel cas ne représentons-nous pas une force politique pour punir des politiciens quand ils nous manquent de respect et pour en récompenser d'autres quand ils font avancer notre agenda. À part quelques reproches ici et là, à part quelques récriminations bien sentie comme celle de notre sœur Christiane Taubira, eh bien son silence est passé comme lettre à la poste, n'est-ce pas? Pour nous les afro-descendants, la vie continuera, le soleil continuera de se lever, la terre continuera de tourner, et le jour des élections, nous allons voter pour lui, oubliant cet affront qu'il nous a infligé. Et puisque l'histoire est là pour nous apprendre des choses, pensez-vous qu'un président français garderait le silence le jour de la commémoration de la Shoah? Pensez-vous qu'un président français garderait le silence quand vient le jour où l'on fait mémoire de l'extermination des 6 millions de juifs par les nazis? Aucun président français n'oserait faire cela, même si au fait beaucoup de Français ont collaboré à cette affaire. Le président français se sent obligé de prendre acte de ce qui s'est passé.
de faire amende honorable et de souligner cela afin que cela ne se reproduise plus. On fait mémoire justement pour que ce qu'on a subi par le passé ne se reproduise plus. Or, en ceci, nous ne comprenons pas nécessairement la signification politique, la signification historique d'un acte de mémoire. À chaque 10 mai, nous allons nous rappeler qu'il y a eu la traite transatlantique. À chaque 10 mai, nous allons nous rappeler que des millions de nos ancêtres ont été déportés, des millions de nos ancêtres ont été, n'est-ce pas, massacrés. C'est quand même le plus grand génocide de l'histoire. Mais les néocolons d'aujourd'hui, les descendants des esclavagistes d'hier, continuent de nous traiter comme des moins que rien. Donc, pas grand-chose a véritablement changé. Nous faisons mémoire pour punir les coupables. Car, chers amis, s'il est vrai que l'esclavage a été reconnu comme un crime contre l'humanité, qui dit crime dit offenseur, qui dit crime dit criminel. J'attends encore le moment où des États vont être poursuivis pour avoir bénéficié de cette entreprise infrahumaine que fut l'esclavage. C'est trop facile. Oui, c'est un pas important. C'est trop facile de voter une loi. C'est trop facile de s'arrêter un jour de l'année pour se rappeler ce qui s'est passé. Mais pour marquer le coup, de même qu'il y a eu un procès de Nuremberg où les têtes de pont, où les commanditaires de l'extermination du peuple juif ont été punis, quand est-ce qu'il y aura un véritable procès contre des États qui se sont enrichis par l'esclavage? Alors là, on comprendra ce que c'est que faire mémoire. Enfin, on fait mémoire pour réparer les torts qui ont été causés. Ça m'attriste de le dire. Quand je regarde l'histoire, comment ici et là, des communautés qui ont subi, n'est-ce pas, des torts, des peuples qui ont subi des torts ou des exploitations de la part d'autres peuples, sont en train, ces peuples-là, les uns après les autres, d'obtenir réparation. On dirait que les dernières années ont été des années de réparation pour les peuples qui ont subi des torts. Je vous regarde dans les yeux là. Connaissez-vous un seul peuple noir, un seul peuple d'afro-descendants qui a obtenu juste réparation pour les torts que nos ancêtres ont subis? Non, on va parler d'aide. On va parler de coopération internationale. C'est tellement insultant. Vous m'avez volé, vous avez pillé mes ressources, vous avez réduit mes ancêtres en esclavage et aujourd'hui, plutôt que de parler de réparation, vous parlez d'aide. Non, monsieur l'esclavagiste. Non, monsieur le néocolon. Ce n'est pas d'aide dont j'ai besoin. Je veux une réparation en bonne et due forme pour les torts que mes ancêtres ont subis, pour les privilèges que vous vous êtes donnés sur le sang de mes ancêtres et pour les droits que vous me refusez aujourd'hui encore sur la base de la couleur de votre peau. On vient de voir les diverses raisons pour lesquelles nous devons faire mémoire. Maintenant, posons-nous la question, comment faire mémoire? Comment on fait mémoire? Mais c'est simple. On fait mémoire en parlant de ce qui nous est arrivé. Ceux qui ont bénéficié de l'esclavage n'ont pas intérêt à en parler. S'ils en parlent, ils en parlent dans des termes négatifs, dans des termes péjoratifs pour nos ancêtres. Et vous connaissez ma conviction quant à la nécessité pour nous d'être responsables, de prendre le contrôle de nos narratifs. Quand vient le moment de parler de l'esclavage, ce ne sont pas ceux qui ont bénéficié de l'esclavage qui doivent en parler. Ce n'est pas aux chasseurs d'écrire l'histoire du lion. Ce sont les petits du lion, ceux qui ont subi la chasse,
C'est à eux d'écrire leur propre histoire. Eh bien, nous, justement, sous prétexte que c'est le passé, nous avons trop longtemps laissé les esclavagistes d'hier écrire notre histoire. Et aujourd'hui encore, nous laissons les jouisseurs, ceux qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de l'esclavage, nous les laissons prendre le contrôle de nos narratifs. C'est eux qui parlent de l'Afrique, c'est eux qui parlent des peuples africains, c'est eux qui parlent des pays africains. Et à chaque fois qu'ils en parlent, ils disent tout sauf des choses positives. Eh bien, il faut faire, comment faire mémoire? On fait mémoire en parlant de ce qui nous est arrivé. Il faut en parler dans les médias, il faut en parler dans la famille, il faut en parler dans des écoles, c'est important les amis, les fameux lieux de transmission, par lieu de transmission on entend la famille, par lieu de transmission on entend l'école. Dans nos pays qui ont subi l'esclavage, on ne parle pas suffisamment de l'esclavage, je comprends, parce que le traumatisme est encore grand. Les blessures sont encore vives et nous ne sommes toujours pas guéris de cela. Alors, on fait mémoire justement en parlant de ce qui nous est arrivé. On fait mémoire en transmettant. D'où la nécessité pour les artistes, d'où la nécessité pour les conteurs, d'où la nécessité pour les professeurs, d'où la nécessité pour les écrivains, d'où la nécessité pour tous ceux qui sont élevés en dignité de transmettre cette histoire de génération en génération. On fait mémoire en posant des gestes. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle épistémicide. J'en ai parlé dans d'autres émissions. Par épistémicide, on entend des tentatives de tuer les croyances de l'autre, de tuer l'histoire de l'autre, de tuer le savoir de l'autre et d'effacer ses lieux de mémoire. Et sans nous en rendre compte, nous effaçons nos lieux de mémoire. Or, on fait mémoire justement en posant des gestes, en marquant des lieux, en marquant des jours, en marquant, n'est-ce pas, si vous voulez, notre calendrier à nous, d'un certain nombre de dates qu'il ne nous faut pas oublier. On fait mémoire par la transmission. On fait mémoire en posant des gestes. Ne pensez pas qu'il y ait suffisamment de spectacles qui parlent des horreurs de l'esclavage. Ne pensez pas qu'il y ait suffisamment de livres qui parlent, n'est-ce pas, de la traversée depuis l'Afrique jusqu'en Amérique ou, n'est-ce pas, en Europe. On fait mémoire en construisant ou en élevant des lieux de mémoire. On a ajouté l'insulte à l'injure lorsque dans nos pays qui ont subi l'esclavage, il y a encore des monuments, des statues érigées en mémoire de l'oppresseur. Il y a encore des noms de rues à la mémoire de tel esclavagiste. Que les bénéficiaires de l'esclavage osent le faire chez eux, c'est déjà assez insultant. Mais que nous, les afro-descendants, que nous, les petits-fils d'esclaves, nous ayons encore des lieux de mémoire, des rues, des statues en mémoire de nos oppresseurs, c'est véritablement ajouter l'injure à l'insulte. On fait mémoire précisément en rappelant ce qui est arrivé, mais en élevant en dignité ceux qui ont subi, n'est-ce pas, ces horreurs. Et puisqu'on parle de la nécessité de faire mémoire, il faut aussi dire un mot sur les bénéfices, les avantages, les vertus de la mémoire. Vous savez, à force de parler de la résilience des peuples noirs, à force de parler de notre combativité, ce qui est vrai, nous en sommes venus à passer sous silence la nécessité de regarder les traumatismes que nous avons subis. La nécessité pour nous de guérir de ces traumatismes-là. Or, justement, la première étape fondamentale dans toute démarche de guérison,
c'est la reconnaissance du traumatisme, c'est la reconnaissance du mal que nous avons subi. Or, il est prouvé que faire mémoire est thérapeutique en ce qu'il aide l'offensé, en ce qu'il aide la victime à regarder son mal en face et à pouvoir cheminer après avoir considéré l'étendue du mal. Vous savez, si les nations qui ont réduit nos ancêtres en esclavage, si les descendants de ceux qui ont réduit nos ancêtres en esclavage étaient sincères, eh bien, ils ne feraient pas seulement mémoire de ce qui est arrivé, mais ils accompagneraient les victimes dans ce processus de guérison qui est à faire. Quand je parle de réparation, je ne pense pas seulement à une réparation financière qui est nécessaire, ne nous trompons pas. Quand je parle de réparation, je ne parle pas seulement, n'est-ce pas, de procès contre les nations, les États qui ont profité de l'esclavage. Quand je parle de réparation, je parle de la nécessité pour les descendants de nos oppresseurs de dire oui. Non seulement nos ancêtres à nous ont fait du mal à vos ancêtres à vous, mais nous continuons de jouir de ce que nos ancêtres à nous ont fait subir à vos ancêtres à vous. Vous savez, c'est ça la réparation idéale, où la victime entreprend des démarches pour sa guérison, mais où l'oppresseur reconnaît sa faute et décide de cheminer avec la victime en vue d'une véritable réconciliation. Une réconciliation est possible, une réconciliation est nécessaire, mais pour nécessaire qu'elle soit, cette réconciliation, elle ne peut se faire dans n'importe quelle condition. Elle ne peut se faire dans le déni du mal qui a été perpétré, comme on le voit aujourd'hui en France, comme le silence du président Macron, n'est-ce pas, le révèle une fois de plus. On ne peut obtenir la réconciliation si on ne mesure véritablement la réparation qui doit être reconnue à la victime. Or, les États esclavagistes d'hier font tout pour contourner la question de la réparation. Je n'oublierai jamais cet affront que l'ancien président français, François Hollande, avait infligé au peuple haïtien. Lorsqu'au lendemain du tremblement de terre, il a choisi de se rendre en Haïti. Et tandis qu'il se rendait en Haïti, il y est allé d'un discours, n'est-ce pas, extraordinaire en disant que la France a une dette vis-à-vis d'Haïti. Et nous étions tous sur le qui-vive pour entendre ce que le président français allait reconnaître comme dette. Mais quelle ne fut notre déception lorsque sur le sol d'Haïti, sur le sol de Dessalines justement, il a dit que la dette de la France envers Haïti, c'est une dette morale. Non seulement ceux qui ont bénéficié de l'esclavage continuent de nier ce qui s'est passé, mais ils tentent de récupérer tous ceux qui se sont battus pour nous obtenir libération. Il y a un débat aujourd'hui qui fait rage en France, qui fait rage, n'est-ce pas, dans les médias sociaux. C'est le fait que la France dit que Toussaint Louverture a été assassiné en tant que général français. Waouh, c'est beaucoup dire. Est-ce qu'on va ajouter que c'est aussi l'empereur français qui l'a fait assassiner? C'est aussi un empereur français qui l'a privé de soins médicaux. C'est aussi un empereur français qui l'a privé de chauffage. C'est aussi un empereur français qui lui a imposé toutes sortes de brimades. C'est aussi un empereur français qui a fait emprisonner ses fils. C'est un empereur français qui a fait assassiner, qui a fait emprisonner sa femme. Alors aujourd'hui, que de voir la France présenter Toussaint Louverture comme un général français, là encore c'est ajouter l'insulte à l'injure. Toussaint Louverture est mort parce qu'il a compris que la France voulait rétablir l'esclavage. Toussaint Louverture est mort parce qu'il s'est opposé à l'esclavage. Toussaint Louverture est mort parce qu'il s'est opposé au racisme. Toussaint Louverture est mort parce qu'il croyait
en l'égalité des peuples, parce qu'il croyait en l'autodétermination des peuples. C'est insulter les descendants de Toussaint Louverture, c'est insulter les afro-descendants que de dire que Toussaint Louverture est mort comme général français et de tenter de le récupérer en oubliant les torts que la France a infligés à ce héros qui est nôtre. Non, Toussaint Louverture n'est pas mort en général français, il est mort en général anti-français. En ce que la France était une puissance esclavagiste, en ce que la France était une puissance raciste, en ce que la France était une puissance qui pratiquait justement l'exploitation des peuples noirs. Toussaint Louverture est mort en tant qu'Africain. Il est mort parce qu'il croyait justement en l'égalité des peuples. Alors que de vouloir le récupérer de cette manière en nommant des rues Toussaint Louverture, c'est vraiment insulter, n'est-ce pas, les afro-descendants, car on ne peut faire l'éloge de Napoléon Bonaparte d'une part, on ne peut parler de Napoléon Bonaparte comme d'un génie d'une part et vouloir récupérer, n'est-ce pas, Toussaint Louverture, la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Voilà les amis, j'espère vous avoir été utile. Nous devons faire mémoire de ce qui nous est arrivé, pas seulement un 10 mai, pas seulement un 25 mai. Nous devons faire mémoire de l'esclavage le plus souvent possible, le plus longtemps possible, le plus assidûment possible. On fait mémoire pour comprendre, on fait mémoire pour apprendre. J'espère vous avoir été utile. C'était Jean Fils-Aimé au microphone. On est ensemble. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. À la semaine prochaine. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.